Bien, nous allons attaquer presque sans transition la suite, car l'heure tourne. Je me suis effectivement interrogé sur ce que pouvait apporter l'étude des amphores que nous avons trouvés dans les forts romains du désert de Bérénice à la connaissance du commerce érythréen. Un peu une question en miroir, en quelque sorte, à celle que j'avais posée à Hélène Cuvini. Donc ça me paraissait intéressant que nous comparions nos données. Je vais être obligé d'aller effectivement très vite si on veut garder un petit peu de temps pour la discussion, mais vous allez voir que les données, justement, sont relativement importantes. Je résume très rapidement ce qu'a dit quand même Roberta Chambers le 19 novembre, car évidemment, ce que nous trouvons dans le désert ne prend sens que par rapport à ce qu'elle a étudié dans les ports de la mer Rouge et dans les ports de l'océan Indien, et notamment en Inde. Je résume donc rapidement ces conclusions. Mis à part quelques amphores de Kos qui semblent arriver à Ricamedou dans la première moitié du 1er siècle avant notre ère, le commerce du vin vers l'Inde ne commence vraiment que sous Auguste, et c'est tout à fait cohérent avec ce que disait Strabon dans le passage bien connu où il dit que 120 vaisseaux partent de Myos-Hormos vers l'Inde à ce moment-là. Donc à l'époque d'Auguste, le port de Myos-Hormos est très actif et voit transiter principalement du vin d'Italie, essentiellement de Campanie, que l'on retrouve sur les côtes de l'Arabie, surtout à Cannet, et sur celle de l'Inde, surtout à Patanam, Mousiris et à Ricamedou. Le commerce du vin italien, originaire de la Campanie, est probablement embarqué à Pouzzoles, ou peut-être à Pompéi dans certains cas, et semble actif au moins jusqu'à l'éruption du Vésuve en 79. La destruction des vignobles des alentours de Pompéi a certainement marqué un coup d'arrêt d'une partie de ces exportations. Mais il faut se souvenir que le reste de la Campanie et l'ensemble de la côte tyrrhénienne a continué à fournir du vin à ce commerce dans les années qui ont suivi, et l'arrêt des exportations italiennes au début du IIe siècle n'est pas directement corrélé à l'éruption du Vésuve. André Cernia, dans son livre sur le vin de l'Italie romaine, a bien montré que la destruction du vignoble d'abondance des alentours de Pompéi avait été suivie d'une réaction qui avait porté à un rattrapage, voire un dépassement de la production antérieure dès les années 90. Il a aussi établi, à partir de sources variées, que le vignoble de l'Italie tyrrhénienne, notamment celui du Falerne et, d'une façon plus large, de la Campanie, est resté florissant durant tout le IIe siècle, et que si son vin cesse d'être exporté dans les amphores Dressel de IV ou Adrien, ce n'est pas directement lié à cet événement. Au cours du IIe siècle, les traces du commerce du vin se font plus rares. Quelques amphores Dressel de IV égyptiennes sont attestées, à la fois de la vallée et de la Maréotide. On trouve aussi quelques Dressel de IV de Cilicie, attestées à Ricamedou, et ainsi que quelques Gauloises IV. De la même façon, les fouilles récentes de Patanam ont livré des amphores impériales de diverses provenances, de Rhodes, de Tarraconèse, de Gaule, de Cilicie et de Maréotide, mais on ne dispose pas encore de comptage par période chronologique qui pourrait indiquer des proportions et des évolutions. Il semble toutefois qu'à la phase des exportations italiennes succèdent au IIe siècle des livraisons plus variées. Je crois aussi qu'il faut être attentif à la place qu'a pu prendre dans ces exportations les barriques de bois. Elles ne laissent que rarement des traces et on les réutilise, on les démonte, on les brûle ou on les laisse pourrir. Et leur présence grandissante pourrait expliquer, ici comme ailleurs en Méditerranée, la baisse relative du nombre d'amphores au cours du IIe siècle. Mais cette éventuelle baisse relative ne peut être encore quantifiée pour les raisons que je viens de vous dire. Au cours de la première moitié du IIIe siècle, la situation pourrait n'avoir guère changé, mais on manque de contexte de cette époque en Inde. En tout cas, Roberta Thornberg a montré que dans le port de Myos-Hormos, il y a encore une activité assez soutenue jusque vers le milieu du IIIe siècle et qu'on y importe alors du vin d'Algérie, de la région donc de Sétif et de la vallée de la Soumane, qui est exporté dans les amphores Dressel 30, amphores qui imitent les amphores gauloises 4. Nous allons voir ça tout à l'heure. Mais il ne semble pas que ces amphores aient été reconnus en Inde, et dans la publication de Sedov sur le port de Cana, je n'en ai pas trouvé non plus.
Malgré la relative abondance des amphores italiennes du 1er siècle à Myosormos, à Cana et en Inde, où elles sont présentes dans de nombreux sites, surtout dans le sud et à Ceylan, il faut rappeler que le périple de la mer Érythrée n'en fait pas un article essentiel de l'exportation. Ce texte, qui est très souvent cité, donc qui est du milieu du 1er siècle, parle de vente possible de vin, mais toujours en soulignant que les volumes sont faibles, que ce soit à Adulis, le port de la capitale des Aksumites, que ce soit en Arabie heureuse, où l'on produisait par ailleurs du vin en quantité notable, et que ce soit dans certains ports de l'Inde, par exemple à Barbaricone, à Barigaza et à Bakkaré. Dans la deuxième moitié du IIIe siècle, il semble que, et nous verrons que ça correspond à ce qu'on voit aussi dans le désert, il semble qu'il y ait une baisse sensible, encore au début du IVe, et le commerce du vin ne reprend nettement qu'au cours de la seconde moitié du IVe siècle et surtout au Ve et VIe siècle, avec deux provenances principales, le bassin oriental de la Méditerranée, qui exporte d'abord des amphores Late Roman I et dans une moindre mesure des Late Roman II et III, dont vous voyez ici les zones d'origine, ici pour le Late Roman I, qui sont en fait la continuation des amphores de Cilicie, et le reste du bassin de la mer Égée. À cette époque-là, il y a aussi une production et une exportation de vin à partir d'Aqaba, dans les amphores d'Aqaba. Je crois qu'il s'agit de vin et non pas de commerce de salaison. Et surtout, comme Roberta Tomber l'a montré dans un excellent article qui s'appelle Rome and Mesopotamia, un commerce du vin de Mésopotamie dans des conteneurs qui n'ont pas d'anse et qui ont été longtemps confondus avec des amphores romaines, commerce qui semble persister jusqu'au 7e siècle. Pour résumer la situation, au cours de l'Antiquité tardive, Roberta Tomber a publié un tableau de présence-absence qui concerne cette période, mais on ne dispose donc d'aucun comptage par site ni par phase chronologique, sauf à Bérénice, où la seule publication que j'ai pu trouver concerne pas du tout l'Antiquité tardive, mais le comptage fait dans une tranchée qui a livré du matériel essentiellement de l'époque augustéenne et du début du 1er siècle après Jésus-Christ, où là nous avons des chiffres. Ces chiffres montrent qu'à Bérénice, à cette époque-là, donc au tout début du 1er siècle après Jésus-Christ, les amphores égyptiennes locales, nous allons voir que c'est très important, forment 87% du total. Et les amphores importées, essentiellement d'Italie et de Campanie, forment 13%. Donc, la documentation aujourd'hui disponible et publiée rend toute comparaison terme à terme impossible avec la documentation que nous avons dans les forts du désert, pour lesquels nous disposons de comptages en nombre minimum d'individus. Nombre minimum d'individus, ça veut dire que lorsque j'ai compté les tessons d'amphores et de céramique, j'ai chaque fois essayé de voir à quel minimum d'individus cela pouvait correspondre. Et donc, par exemple, pour les amphores égyptiennes classiques que nous allons voir tout à l'heure, je me suis toujours fondé sur les fonds, car j'ai considéré que chaque fois que j'avais un fond de ce type-là, ça me donnait un individu, et donc on a des chiffres relativement solides. Donc c'est ce que nous allons examiner maintenant, et je rappelle qu'au cours des travaux que nous avons conduits sur les deux routes, celle de Myosormos et de Bérénice, sur les forts de Crocodilo, de Maximianon, de Kusur al-Banat, de Didymoï, de Dios, de Bir Beisa et de Xéron, j'ai compté 28 084 amphores du Haut-Empire. Donc nous avons une base statistique qui est relativement importante. Alors donc vous voyez ici évidemment la photo classique, je m'intéresserai aujourd'hui uniquement au fort de Crocodilo, de Maximianon, de Didymoï, de Dios, Bir Beisa et de Xéron, car ce sont ceux qui ont livré les plus grandes masses de céramique. Je balaye très rapidement les types d'amphores que l'on a à cette époque-là. Le type le plus courant,
est ce que nous appelons dans notre jargon les amphores égyptiennes 3, avec deux sous-types, celui qui est caractéristique du 1er et du 2e siècle après Jésus-Christ, qui est une petite amphore qui a une contenance de 6 litres environ, et puis à partir de la fin du 2e et au 3e siècle après Jésus-Christ, les fameux diplats, c'est-à-dire les doubles amphores, qui sont à peu près de la même forme, mais d'une contenance double, évidemment, et dont la pointe, notamment, est très caractéristique, beaucoup plus importante, et permet une bonne discrimination entre les deux séries. À côté de ces amphores qui dominent très largement, nous avons des importations d'Italie, essentiellement dans des amphores Dressel 2-4, souvent de Campanie, mais pas uniquement, nous l'avons vu. Des importations d'un type moins bien connu, que j'ai mis en lumière ces dernières années, et qui sont de tout petits conteneurs qui font autour de 4 à 5 litres, donc finalement pas tellement moins que les amphores égyptiennes classiques, que j'ai appelées les lagènes de la vallée du Volturne, parce que je pense qu'elles contiennent un vin relativement prisé, produit dans les alentours d'Alifae, au nord de Naples, et que je vois apparaître relativement souvent parmi les importations à l'époque de Domitien et de Trajan. Nous avons aussi des amphores gauloises, principalement des amphores dites gauloises 4, et qui sont surtout caractéristiques du 2e et du 3e siècle. Nous avons des amphores importés de Crète, de divers types, en nombre relativement limité, des amphores qui sont en fait des lagènes à nouveau, qui sont de petits conteneurs à fond plat avec une seule anse, fabriqués dans la vallée du Méandre et dans la région d'Éphèse, et qui devaient contenir là aussi un vin de prix, car ce sont donc des petits volumes. Nous avons les amphores de Cilicie, qui sont relativement nombreux sous deux formes. D'une part, les amphores dites Pompéi V, déjà présentes à Pompéi, et des amphores Dressel de 4, donc produites dans cette zone du sud de l'Anatolie. Un type de conteneur qui vient de Chypre et de sa région, que l'on appelle les amphores Agora G199 ou Shenmao 28, qui étaient déjà aussi présentes à Pompéi, mais que nous avons principalement au cours du IIe et du IIIe siècle. Des amphores Capitane II, qui viennent de la mer Égée. Et enfin, des amphores africaines, qui sont surtout caractéristiques des derniers niveaux des forts, et qui sont principalement des amphores dites africaines 2A et des amphores Dressel 30 vers le milieu du IIIe siècle. Donc, j'ai balayé très vite, il faudra y revenir, c'était juste pour donner quelques images correspondant aux chiffres que nous allons maintenant examiner et que nous allons commencer par la route de Myosormos. Dans le fort de Crocodilo, j'ai décompté les amphores selon les trois phases du dépotoir, mais je pense qu'il faut les regrouper toutes ensemble pour former un grand contexte qui est daté entre 100 et 140 après Jésus-Christ. Dans ce contexte, j'ai compté 2037 amphores. Et vous voyez ici un exemple de ces dépôts d'amphores. Parmi ces 2037 amphores, 97% contiennent du vin local. Alors certes, ces petites amphores ont une contenance moindre que la plupart des amphores importées, puisque nous avons vu qu'elles contiennent environ 6 litres, mais leur masse est telle que les quelques amphores importées sont anecdotiques. Si l'on extrait, en effet, les amphores égyptiennes 3, alors vous voyez ici la masse énorme des amphores locales, une toute petite importation d'amphores Dressel de 4 de Maréotide, et vous voyez que les amphores importés ne représentent presque rien. Si on les extrait, on se trouve avec seulement quelques amphores donc, de Maréotide, à peine 8 amphores Dressel de 4 d'Italie, dont une seule présente une pâte typique de la région de Pompéi, ce qui, vu la date de fonctionnement du dépotoir, pourrait signifier soit une reprise des exportations quelques décennies après l'éruption du Vésuve, soit plus probablement une amphore déjà ancienne, arrivée sur le site vers 79 ou avant, et remployée pour transporter du vin local ou de l'eau. On trouve ensuite, par ordre décroissant, 6 amphores Dressel de 4 de Cilicie,
qui devait donc contenir du vin connu sous le nom de vin de la Odyssée, et 4 de ces lagènes à fond plat de Campanie du Nord, donc de la vallée du Volturne. Et puis 2 fonds d'amphores gauloises et une amphore de Cnide. Donc nous voyons très très peu de choses. Pour le fort de Maximianon, dont la durée d'occupation longue d'environ un siècle couvre principalement le IIe siècle, j'avais d'abord ventilé les comptages par grande phase du dépotoir pour ensuite les regrouper et voir la situation de façon globale. Nous avons là 2957 amphores qui proviennent donc des 6 phases du dépotoir, et parmi celles-ci, le vin local domine tout au long de la période, encore plus qu'à Crocodilo, puisqu'on est à 99% de vin local. Le reste des importations, comme vous le voyez, est anecdotique, très dispersé et sans qu'on l'on puisse voir quelque évolution que ce soit. Les amphores italiques sont le plus souvent sous forme de fragments et pourraient être résiduels ou de remploi. Passons à la route de Bérénice. À Dédumoy, les niveaux de la fin du 1er siècle jusqu'au milieu du 2e siècle, donc les phases 1 à 10 du dépotoir, ont livré 2564 amphores, dont 98% d'amphores locales ou régionales. On compte seulement à côté de cela 8 amphores de maréotide, 7 de Cilicie, 9 dresselles de 4 italiques, 5 amphores crétoises et 3 gauloises 4. Dans les derniers niveaux du dépotoir, ce que j'ai appelé la phase 11, et dans le fort, que j'ai regroupé parce que c'était globalement du IIIe siècle, j'ai compté 2263 amphores, encore à 98%, locales ou régionales, mais on voit une évolution. Il n'y a pratiquement plus d'italique, ni d'amphores de Cilicie, mais un peu plus de gauloises 4 de Gaule narbonnaise, et on voit apparaître les amphores Agora G199. Alors, vous voyez ici l'histogramme, les amphores G199 qui sont ici, qui viennent donc de la région de Chypre. Et nous voyons aussi apparaître les amphores Capitaine II, qui sont relativement nombreuses, et quelques amphores africaines. Dans le fort de Dios, qui suit sur la route, qui est fondé, je vous le rappelle, en 115 après Jésus-Christ, en attendant d'affiner le phasage, la situation peut être globalement présentée ainsi. Dans le dépotoir, qui compte du mobilier du IIe siècle et du début du IIIe siècle, j'ai dénombré 6739 amphores, à nouveau à 98% local, et les autres sont également très dispersés. On remarque la présence d'amphores de maréotide, comme toujours, quelques amphores d'Italie, des amphores de Cilicie relativement nombreuses, 8 amphores gauloises, 17 amphores crétoises, et la nouveauté, surtout sensible dans les niveaux supérieurs du dépotoir, à la fin du IIe siècle et au début du IIIe siècle, consiste dans l'arrivée des amphores Agora 199 de Chypre et de sa région. Mais au total, même si c'est la proportion la plus importante, cela ne représente que 36 amphores et donc à peine 0,5% du total. Les couches déposées dans le fort, c'est-à-dire au cours de la première moitié du IIIe siècle, ont livré 4097 amphores, à nouveau presque toutes locales. Le reste, lorsqu'on a déduit les amphores locales, représente 83 amphores, principalement quelques importations, mais très peu de la région de Maréotide, pratiquement plus aucune importation d'Italie, un fragment qui doit être résiduel. Il n'y a plus de dresselles de 4 de Cilicie, pratiquement plus de crétoises, mais on voit une proportion notable et une augmentation d'amphores de Gaule narbonnaise, et surtout d'amphores de la région de Chypre, les Agora G199. Le même tableau se présente pour le fort de Xérone. Alors le fort de Xérone présente une situation particulière. Alors que tous les forts des deux routes ont des taux d'importation qui ne dépassent pas 2%, à Xérone, elle varie de 6 à 8%. Comme les statistiques portent sur 7049 amphores, il ne peut y avoir de biais
Et cela correspond d'ailleurs à l'impression que j'avais eue dès les premières prospections sur le site, où apparaissaient en surface de nombreuses amphores Agora G199 et amphores gauloises 4. Alors, la question est de savoir pourquoi il y a ce taux d'importation plus élevé. La première idée qui vient, c'est que le fort a été occupé par des militaires d'un grade plus élevé qui auraient pu faire venir des vins importés de meilleure qualité, mais cela ne paraît pas se révéler dans les ostracas, et donc il faut imaginer une autre hypothèse, peut-être parce que le fort de Xérone était situé sur une route que nous connaissons mal, mais qui a pu avoir une importance, qui serait révélée par ces importations, une route qui relierait Edfou à Mersanakari. Et donc c'est une question qu'il s'agit de creuser. Bon, ce n'est pas ce qui nous importe aujourd'hui. Ce qui nous importe, c'est de voir donc qu'est-ce qui se passe. Dans le dépotoir, on a essentiellement des rejets du IIe siècle et du début du IIIe siècle. J'ai compté 4194 amphores et il y a 353 amphores importés, donc un chiffre relativement plus notable, qui permet de parler. Nous sommes au-delà de l'anecdote. Et on voit que pour cette période, on a des importations notables de Cilicie, 59 amphores Dressel de 4 et Pompéi 5, et on voit donc là à nouveau apparaître à la fin de la période, la fin du deuxième moitié du IIe siècle, au début du IIIe siècle, les amphores de Crète, de Chypre, pardon, et de sa région, les fameuses Agora G199, et s'y ajoute une proportion discrète mais notable d'amphores de Crète et d'amphores de Gaule narbonnaise. Un demi-siècle après, dans le fort, donc les rejets qui sont faits dans la première moitié du IIIe siècle directement dans les pièces à l'intérieur du fort, on a 2855 amphores et 157 amphores importés. On voit qu'il y a encore toujours quelques importations de maréotides, quelques importations de Cilicie, mais les deux points importants sont une augmentation très notable, une importation notable d'amphores Agora G199 et surtout d'amphores gauloises 4 qui deviennent, disons, les plus importantes importations dans cette période. Et on voit aussi apparaître des amphores Dressel 30 de vins de la région de Satafis et de la vallée de la Soumane en Algérie, qui atteignent donc le fort de Xérone comme le port de Myosoros. En conclusion de cette présentation très brève d'un travail qui est encore largement en cours sur la céramique trouvée dans les forts, je ferai deux observations. La première concerne la prédominance écrasante du vin local. Ce vin, qui vient de la région de Coptos, était le plus aisé à obtenir et sûrement le moins cher. L'arrivée des pistes du désert dans la zone de Coptos a certainement suscité la plantation de nouvelles vignes à partir de la fin du 1er siècle pour pourvoir les nombreux forts et les ports. Cette clientèle régulière a dû servir de moteur, en quelque sorte, à l'extension des vignes. Le vignoble de Coptos ne produisait, semble-t-il, pas uniquement du vin courant, car il avait acquis une certaine réputation, si l'on en croit un passage d'Athénée qui le qualifie de vin léger, facile à boire et de digestion si rapide qu'on le donne aux fiévreux sans aucun mal, ce qui traduit des commentaires médicaux et donc certainement une attention particulière portée à ce vin. La tradition vinicole continue d'ailleurs au Bas Empire et durant l'Antiquité tardive, puisqu'on a des attestations de ce vin, et notamment de vin blanc, en plein 6e et 7e siècle après Jésus-Christ. Du point de vue des témoignages archéologiques dans le désert oriental, je remarque que, grâce au comptage dont nous disposons, cet approvisionnement par le vin local arrive à Bérénice dès le début du 1er siècle après Jésus-Christ et se maintient pendant toute la période. Comme Roberta Tomber n'a pas trouvé, ou a trouvé très peu en tout cas, d'amphores égyptiennes en Inde et en Arabie, et qu'il s'agit principalement d'amphores de maréotides, bien plus rarement que des amphores égyptiennes 3, on doit penser que le vin de Coptos ne faisait pas partie des marchandises d'exportation,
mais qu'il était destiné à l'approvisionnement des soldats et des habitants du désert. De ce point de vue, l'approvisionnement des forts diffère totalement du commerce érythréen, et d'ailleurs, le périple de la mer Érythrée ne signale que des exportations de vin d'Italie et de la Odyssée. La deuxième observation concerne les amphores importées. Nous avons vu qu'elles étaient très minoritaires et doivent correspondre à des commandes spéciales faites peut-être par le curateur pour des occasions particulières telles que des fêtes. On peut penser que ces amphores reflètent ce qui était disponible à Coptos, probablement pour une expédition outre-mer, sinon on ne comprendrait pas une telle variété. Les amphores découvertes dans les forts pourraient donc donner une image très atténuée du commerce érythréen. Voici ce qu'elles offrent. Sous les Flaviens et Trajan, on trouve donc encore des amphores Dressel de 4 d'Italie, quelques-unes de la région du Vésuve qui ont pu arriver avant 1979, mais la plupart viennent d'ailleurs et donc de la côte tyrrhénienne. Et il y a aussi ces importations, certes limitées, mais significatives, de la vallée du Volturne. En plein IIe siècle, les amphores d'Italie diminuent très fortement et on voit monter en puissance les amphores de Cilicie et de vin de Gaule qui sont connus aussi dans les ports de la mer Rouge et en Inde. On voit arriver aussi du vin de Crète et surtout celui de Chypre qui prend une place prépondérante parmi les importations, surtout Axérone, mais semble-t-il, en Inde, Roberta Tomber ne signale ni amphore de Crète ni amphore de Chypre. Dans la première moitié du IIIe siècle, les achats de vin de Gaule narbonnaise augmentent très fortement, de même que ceux, d'une façon générale, de la mer Égée. Et là encore, il semble que ces amphores ne soient pas exportés ni en Inde ni en Arabie, et je n'en ai pas vu dans les publications. Vers le milieu du IIIe siècle, les amphores de vin d'Algérie, si j'ose dire, en tout cas de Maurétanie césarienne, transportées dans le Dressel 30, sont présentes à Xérone, à Myos-Hormos et dans quelques tombes royales de Méroé. Elles montrent qu'il y a donc cet essor de la production dans cette région, mais il ne semble pas qu'on en ait trouvé ni en Arabie ni en Inde. Donc, au total, bien des questions demeurent en suspens. D'un point de vue interne, en ce qui concerne l'approvisionnement des forts, les variations qu'on constate de fort à fort ne me paraissent pas significatives dans la mesure où les amphores importés sont en nombre très restreint sur une très longue période. Mais il subsiste la question de la proportion nettement plus grande d'importations à Xérone-Pélagos que partout ailleurs. Deuxième question, il n'y a pas de concordance entre les importations dans les forts et les exportations outre-mer, sauf pour le vin d'Italie et celui de Gaule, et peut-être pour celui de Cilicie. Des pans entiers du commerce de vin semblent n'être pas destinés à l'exportation. Le vin de la vallée du Volturne, par exemple, n'est pas attesté ailleurs, mais il a pu échapper à l'attention des archéologues car il est contenu dans de petites cruches, en quelque sorte, qui ont pu être aisément confondues avec d'autres productions. Il en est de même des exportations de l'Agène contenant du vin d'Éphèse qui ont pu être noyées dans les amphores Late Roman Amphora 3, car la pâte est la même et dans des contextes non stratifiés, on a pu les confondre. Toutefois, je m'interroge sur l'absence de découvertes de vins de Crète, de Chypre et de l'Égée en général, qui sont bien diffusés, notamment à Xérone, dans les IIe et IIIe siècles, et qu'on ne trouve pas, semble-t-il, ailleurs. Je crois qu'on y verra plus clair lorsque les comptages des contextes trouvés dans les ports de la mer Rouge, surtout à Myos-Hormos et Bérénice, seront publiés, et qu'on disposera des comptages équivalents pour Musiris. C'est dire combien le travail en cours de Roberta Tomber est fondamental pour évaluer les flux du commerce et leur évolution. Mais dans l'état actuel de la situation et de la documentation, les amphores trouvés dans les forts du désert oriental nous donnent un reflet indirect du commerce érythréen qui me paraît aussi biaisé et flou que l'image que nous donnent les textes sur Ostraka. Et c'est pour ça qu'il nous avait semblé intéressant à Hélène Cuvigny et à moi de montrer en quelque sorte les limites de nos approches et de nos sources, et donc d'essayer maintenant de dialoguer entre nous et avec la salle dans les quelques minutes qui nous restent. Si Hélène veut bien revenir,
j'ai quelques questions à lui poser et peut-être quelques collègues auront des remarques à faire également. Je suis un peu désolé d'être allé si vite sur les amphores, qui est un sujet tout à fait intéressant, mais nous aurons l'occasion d'y revenir en d'autres circonstances. La première question qui me vient, je crois que tu voulais éventuellement utiliser... On en rappelle. La première question qui me vient en t'entendant, lorsque tu parles de Clémence, qui serait donc ou chef d'escadre ou chef pilote, étant donné la nature du graphito, où on voit bien qu'il y a un petit bateau qui tire un grand, est-ce qu'on ne peut pas imaginer que c'est effectivement plutôt le pilote dont il s'agit, c'est-à-dire celui qui conduit le bateau? Oui. Le pilote du bateau pilote. Oui. Est-ce que ça, c'est possible ou ça te paraît complètement exclu? C'est astucieux. Je dis c'est astucieux, mais j'y aurais pas pensé. Mais en même temps, ça me paraît quand même un peu difficile parce que... Ça me paraît un peu difficile parce qu'un archi-Kubernetes est à la tête, d'après les sources littéraires, de flottes entières. Celui de la galère hégémonique, il est peut-être seulement à la tête de la galère, mais peut-être d'une flotte de galères. Donc, un archi-Kubernetes pour un tout petit bateau pilote, ça me paraît un peu... Donc, il faut exclure le pilote du port de Bérénice. Ouais. Bon. À propos de la lutte contre la piraterie et la surveillance des côtes, la transmission des ordres et des nouvelles, je me demande si ce n'était pas à cette tâche qui était affectué un autre bateau dont on a pour le coup le nom, qui s'appelle l'Hippocampe. Le contrat de prêt sur papyrus qui a été trouvé à Myos-Hormos, qui a été publié par Wilfried van Drengen, daté de 93, fait état d'un militaire qui servait sur ce bateau, donc l'Hippocampe, qui est qualifié de tesseraria, ce qui impliquerait d'une part l'existence d'un détachement de la flotte militaire à Myos-Hormos et d'autre part probablement des patrouilles qui seraient faites par ces bateaux-là qui iraient non seulement à Bérénice, voire jusqu'au Pharasan, puisque désormais on a un fort à cet endroit-là. Est-ce que là on tiendrait pour une fois un texte qui serait en rapport direct avec cette surveillance des côtes faite par l'armée? Oui, tout à fait. D'ailleurs, quand je parlais des vedettes de la police maritime, je pensais à cette tesseraria, l'Hippocampe. Oui, tu as tout à fait raison. Donc on a malgré tout quelques textes qui parlent en tout cas de... on a à la fois les partes qui sont montées sur les partes et les émésiens qui sont montés sur les... hypothèse, oui, parce que donc, Salar-Ploï, c'est quand même un peu dur à avaler, mais vraiment, je ne vois rien d'autre. À un moment donné, ça m'a frappé parce que, évidemment, ça interpelle par rapport aux céramiques que je trouve dans les forts. Tu as dit qu'au IIIe siècle, en tout cas, le vin était presque toujours conditionné dans des récipients appelés pleuras. Et qu'est-ce que c'est que ces pleuras? Est-ce que ce sont les gourdes que nous voyons apparaître de façon massive à partir de la deuxième moitié du IIe siècle après Jésus-Christ et au IIIe siècle, qui nous semblent contenir du vin, peut-être d'un vin de meilleure qualité que celui qui est dans les amphores égyptiennes 3, et qu'il faudra donc intégrer complètement dans nos calculs sur les conteneurs de vin, de la même façon que j'ai intégré tous ces petits récipients qui viennent soit de la vallée du Méandre, soit de la vallée du Volturne. Donc, est-ce que cette hypothèse tiendrait ou est-ce qu'il y a des éléments qui permettent d'y penser? C'est dans cette série de contes que je vous ai montré que le vin est très souvent conditionné dans des pleuras. Mais sinon, dans la seconde période du corpus,
il y a deux nouveaux termes qui apparaissent, à part les diplokérama, dont il me semble que l'identification ne fait pas problème. Il y a les pleuras, mais plus fréquents, les colophonia. Alors, problème, je me demande comment on appelait les gourdes. Est-ce qu'on les appelait des pleuras ou des colophonia? Pleura, c'est assez tentant parce que pleuron, en grec, ça veut dire le flanc. Et je pense qu'effectivement, ces gourdes, on les portait sur le côté en bandoulière, accrochées par leurs deux petites anses. Mais en même temps, pleuron est quand même nettement moins fréquent que colophonion dans les textes. Donc, certes, mais d'autre part, il y a quand même moins de gourdes que d'amphores, donc ça pourrait coïncider comme fréquence. Même dans la seconde période, tu dis Même qu'il y a moins de gourdes que d'amphores? Ah, il y en a quand même moins, oui. Ah oui. Et les amphores communes de la seconde période, c'est quoi? Ah ben c'est principalement les diplats, oui. les doubles amphores du même type que ceux qu'on a. Oui, mais alors ce n'est pas les diplats qu'on appelait les colophonia. Donc il y a un terme de trop dans vos textes. Oui, c'est incroyable, on est inondé de gourdes et on n'est même pas sûr comment elles s'appelaient. Bon, ben, enfin, on peut penser que, en tout cas, cette hypothèse me paraît intéressante. Et enfin, dans les quelques minutes qui nous restent, j'aurais voulu qu'on revienne sur la question des ânes que nous avons abordée la semaine dernière avec Adam Bülow-Jacobsen, et notamment l'affaire des ânes des marchands qui ne sont pas réquisitionnés. Et cela me donne l'occasion de revenir sur le fameux chameau d'Harpagatès de Soknopaiounessos. Si les ânes des marchands étaient privés, donc ce qui paraît assez logique, pourquoi en serait-il différent des dromadaires, des fameux dromadaires, des chameliers de confiance du papyrus de Mysiris? En d'autres termes, le chameau d'Harpagatès était-il réquisitionné pour servir dans les caravanes de marchands, ou bien, ce qui me paraît plus logique, dans des caravanes qui faisaient l'aller-retour sur les routes, et donc la poria, et qui serait bien le service impérial des caravanes de Bérénice. Alors, je sais qu'Adam a déjà répondu à cette question en disant que le texte dit que les caravanes viennent de Bérénice, et donc cela ne pouvait pas être la poria qui va à Bérénice, mais le document de Crocodilo n'était pas l'indication, celui que tu as cité, là, donc de 109 après Jésus-Christ, n'est-il pas l'indication que le préfet ne s'occupe pas du transport privé et que donc ce transport privé n'est en rien un service impérial? Oui, alors là, tu mets le doigt où ça fait mal. Bon, tu seras sauvé par le gong. Oui, je suis tout à fait d'accord avec Adam Bülow-Jacobsen que le chameau réquisitionné du Fayoum était un chameau pour les caravanes qui ramenaient les marchandises importées de Bérénice, parce que ça, pour le coup, c'est écrit clairement dans le texte. Bon, on se souvient que Adam a calculé qu'il fallait au bas mot 900 chameaux pour transporter la cargaison du papyrus de Mysiris. 900 chameaux. À mon avis, une firme comme celle de Nicanor n'aurait pas eu les épaules pour entretenir autant de chameaux. Donc, c'était obligatoire que l'État intervienne pour réquisitionner des chameaux dans tout le pays pour ce coup de feu des arrivées de bateaux à Bérénice. Alors bon... Donc encore un transport subventionné. Oui. Bon, alors pour revenir aux ânes des marchands, tu remarques à juste titre une contradiction dans mon propos. D'une part, les marchands recourraient à des chameaux réquisitionnés par l'État pour transporter leurs marchandises importées d'Inde jusqu'à Coptos. Et d'autre part, ils loueraient des ânes à des particuliers ou posséderaient des ânes pour transporter des marchandises d'exportation à Myosormos. Ben, c'est le problème avec les sources papyrologiques. On lève des lièvres et puis ils se mettent à courir dans tous les sens et on n'arrive pas à avoir une image cohérente. Peut-être, bon, ben, je vais botter en touche, peut-être que les emporoi du document de Di Dumoy n'étaient pas des marchands qui commerçaient avec l'Inde, c'était peut-être seulement des marchands de vin qui approvisionnaient Myosormos en amphores Dressel de 4 et qui utilisaient des ânes. Donc encore la petite histoire, la petite économie
dont les ostracas nous parlent et jamais les grandes affaires. Bien, il est malheureusement exactement midi, donc on ne peut pas poursuivre cette discussion ici, mais on voit que la recherche est en cours et qu'il faudra confronter à nouveau nos données, celles de l'archéologie et celles des textes, de façon à progresser dans cette connaissance. La semaine prochaine, je donnerai un dernier cours sur les forts du désert et une première synthèse sur ce que nous avons dit ces 2 derniers mois. Merci.